Le football moderne est devenu synonyme de sommes astronomiques. Des chiffres qui donnent le vertige. Imaginez, lors de l'été 2023, le championnat saoudien a dépensé près d'1 milliard d'euros en transferts pour attirer des stars planétaires comme Benzema, Neymar ou Mané. Plus près de chez nous, en Europe, les clubs anglais de Première Ligue ont établi un record cet été. 3,5 milliards d'euros dépensés sur le dernier mercato. Un montant qui dépasse à lui seul les dépenses combinées des championnats français, espagnol, allemand et italien. Pour le comprendre, je vous propose de vous raconter l'histoire d'un mariage étonnant, celui du football et de l'argent, avec un tournant décisif il y a 30 ans, l'arrêt Bosman. Et cette histoire est une saga totalement folle, faite de révolutions juridiques, de mercato impensables, de l'arrivée de milliardaires, jusqu'aux enjeux géopolitiques. Aujourd'hui, la place des joueurs de football est remise en question. Eux qui sont passés du statut d'employé local à aujourd'hui des marchandises surévaluées sur un marché mondialisé. Accrochez-vous, parce que du petit transfert à quelques centaines de livres à la fin des années 1800, jusqu'aux offres insensées de 300 millions pour Mbappé, l'histoire du marché des transferts est un reflet de nos sociétés qui, aujourd'hui, dépassent très largement les terrains. Les transferts existent depuis le début du football professionnel. Mais à l'époque, on parle de montants dérisoires. En 1993, l'Écossais Willie Groves devient le premier joueur transféré pour plus de 100 livres sterling, une somme qui semblait déjà folle pour l'époque. Et je vous propose qu'on tienne jusqu'à la fin de la vidéo un petit compteur juste ici, pour se rendre compte de l'évolution de cette somme. Donc, durant des décennies, les joueurs restent souvent de simples salariés modestes. Et ouais, en Angleterre, la plupart des clubs sont d'abord des entreprises, et la plupart des joueurs d'abord des salariés. Il existait même un salaire minimum jusqu'en 1961, proche du SMIC. Et nombreux sont donc les footballeurs qui exerçaient même un petit métier à côté. Le football est alors un sport local, loin d'un quelconque business planétaire, bien qu'il attire de plus en plus de spectateurs au fur et à mesure. Jusqu'aux années 90, les clubs ont donc la main sur le destin des joueurs, même en fin de contrat. Pour nous tous, si on finit un contrat d'alternance ou un CDD, donc un contrat à durée déterminée, on a la possibilité de quitter l'entreprise dans laquelle on était sans problème et d'aller en rejoindre une autre pour trouver un autre travail ou changer de métier. Et bien là, dans le monde du football, les joueurs ne pouvaient pas partir librement, sans l'accord et sans une indemnité de transfert versée à son club précédent. À la base, ce système était établi pour permettre aux petits clubs de garder leurs joueurs, mais aussi parce que les présidents avaient la main sur le marché. Ce système maintenait les salaires et indemnités à un niveau raisonnable, mais ressemblait à une forme de servage moderne pour les joueurs. Certaines grandes stars de l'époque, comme Raymond Kopa par exemple, s'en sont plaints, lui qui était passé par Reims ou le Real de Madrid par exemple. Donc les transferts étaient régulés et les montants augmentaient très lentement. En 1968, un certain Pietro Anastasi devient le premier joueur à dépasser les 500 000 livres. Puis en 1975, l'Italien Giuseppe Savoldi franchit la barre symbolique du million de livres, en signant à Naples. Ce record du premier millionnaire fera beaucoup parler la presse italienne de l'époque, qui le surnommera Mister 2 milliards en référence aux lires italiennes dépensées pour ce transfert. Quelques années plus tard, un certain Diego Maradona explosera à son tour tous les records, en 1982 puis en 1984, avec des transferts successifs à Barcelone puis à Naples, avoisinant les 5 et 7 millions d'euros, du jamais vu dans le football. En un siècle, malgré cette folle ascension, on reste encore loin des folies d'aujourd'hui. Mais tout ça va basculer lors d'une affaire en 1995. À 30 ans à peine, ce joueur belge du RFC Liège va changer malgré lui la face du football. Et ce, non pas par son talent, mais par ses convictions. En 1990, Bosman arrive en fin de contrat et souhaite rejoindre Dunkerque, un club français qui lui propose sa chance. Son club, lui, refuse de le laisser partir sans indemnité, sauf que Dunkerque ne veut pas payer. Il est alors exclu et bloqué des terrains, sans club, malgré le fait qu'un club le retienne. Bosman décide alors de régler ça devant la justice. Il attaque alors au tribunal la règle qui l'empêche de pratiquer son métier et sa passion. Pendant 5 ans, il va se battre, sacrifiant sa carrière sur l'autel d'un principe. Le 15 décembre 1995, la Cour de justice européenne lui donne raison. C'est l'arrêt Bosman. Cette décision historique prononce la fin des indemnités de transfert pour les joueurs en fin de contrat et d'illégalité des quotas de joueurs étrangers européens. Et ça, j'en avais volontairement pas encore parlé. Avant 1995, on peut regarder n'importe quelle équipe qui a gagné la Ligue des Champions, que ce soit celle de Milan, que ce soit celle du Real de Madrid, ou de n'importe quelle autre équipe, une constante revient. Un club italien n'a quasiment que des joueurs italiens. Un club espagnol n'a quasiment que des joueurs espagnols. Mais avec l'arrêt Bosman, deux choses bousculent alors le football. Un joueur européen peut signer où bon lui semble une fois son contrat terminé.
Et deuxièmement, un club peut aligner autant d'étrangers européens qu'il le souhaite. Et ce jugement fait l'effet d'une bombe. En effet, les conséquences vont très vite s'en faire sentir. Le nombre de transferts va exploser et le prix de ces derniers encore plus. Des clubs comme l'Inter ou Arsenal se composent de plus en plus d'équipes multinationales. Et on peut prendre l'exemple d'un club français qui a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, au hasard le PSG, qui affiche aujourd'hui plus de 12 nationalités différentes dans son effectif. Et avec cette nouvelle règle, le marché des transferts devient beaucoup plus actif et beaucoup plus fluide. Et tout ça, c'est totalement logique. Si je suis le Real de Madrid à l'époque, que j'ai énormément d'argent, que je surdomine le football espagnol, je ne peux recruter que des Espagnols. Sauf que du coup, si je veux faire ma meilleure équipe, je dois tout simplement aller prendre les meilleurs Espagnols et 3 joueurs uniquement d'autres pays. Là, s'il n'y a plus cette barrière de la nationalité, je peux tout simplement aller prendre les meilleurs joueurs du monde et me faire l'équipe que je souhaite. Donc ça change totalement le rapport au transfert et le marché des transferts explose. Pour les joueurs, c'est aussi une nouvelle ère. Ils ont enfin la main de négocier de gros salaires. Car vu que le nombre de demandeurs a drastiquement augmenté, le prix de ces derniers augmente aussi par conséquent, comme sur tout marché. Mais toutefois, cette libéralisation a son revers. Comme le dira plus tard l'avocat de Bosman, le footballeur reste une marchandise, et ce dans un système donc désormais dérégulé. Bosman, lui, ne profitera jamais de la richesse qu'il a contribué à créer. Tout le monde en a profité, sauf l'homme à l'origine de cette révolution, écrira-t-on amèrement à son sujet. Victime collatérale, Jean-Marc Bosman finit sa vie de joueur ruiné et oublié, tandis que son nom, lui, prospère partout en Europe à travers des transferts toujours plus fous. Libérés des anciennes contraintes, les clubs européens, eux, se ruent sur les talents. Le nombre de mutations de joueurs augmente considérablement dès la fin des années 90. En 1996, Newcastle débourse 15 millions pour Alan Shearer, record mondial de l'époque. Seulement 2 ans plus tard, le Betis Séville paye 21 millions de livres sterling pour Denilson, un jeune Brésilien. Le cap des 50 millions tombera en 2001, avec le transfert retentissant d'un des galactiques du Real de Madrid, nul autre que Zinedine Zidane, pour environ 75 millions d'euros. Et à chaque nouvelle intersaison, on voit tomber un nouveau record. C'est les émotions en fait. En seulement 10 ans, le transfert du record le plus cher a été multiplié par 10. Ce chiffre est totalement fou. Et cette flambée, elle a bien un financement. Ce financement, c'est les droits télé et le marketing. En effet, dans les années 1990-2000, les grands championnats nationaux signent des contrats faramineux avec des télés, et ce, notamment en Angleterre. Par exemple, en 1992, la Première Ligue démarre avec Sky Sports, un contrat de 304 millions de livres sterling sur 5 ans. En 2015, donc à peu près 25 ans plus tard, le contrat télé atteint les 5,14 milliards de livres sterling, sur seulement 3 ans. Le football devient alors un divertissement très lucratif, ce qui augmente fortement le budget des clubs. On parle alors de plus en plus de foot business. Les grands clubs sont alors cotés en bourse, comme Manchester United ou Dortmund, et lèvent des fonds. D'autres nouent des contrats de sponsoring gigantesques. Avec plus d'argent en caisse, les dirigeants n'hésitent plus à investir des sommes records sur les joueurs stars, pour attirer fans et victoires. Car en effet, maintenant, acheter un joueur, ce n'est plus uniquement une histoire de football, c'est aussi une histoire de business, d'image et d'influence. Et quand on parle d'influence, une nouvelle catégorie d'investisseurs va encore entrer en jeu dans le mercato. Les milliardaires et les investisseurs étrangers. Et ça encore, ça va beaucoup changer la donne. En 2003, l'oligarque russe Roman Abramovich rachète Chelsea et dépense sans compter pour attirer des stars. À titre personnel, j'aime bien les appeler les sugar daddies du football. Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain, tous ces clubs vont dépenser des centaines de millions pour constituer des équipes galactiques. Le PSG, alors sous la version QSI, rachetée par le Qatar, va faire un investissement totalement fou. Neymar, l'attaquant brésilien, devient alors le joueur le plus cher de l'histoire. Quelques semaines plus tard, le PSG engage aussi Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros. En 2017, le PSG a donc, à lui seul, fait un mercato à 400 millions d'euros. 400 millions d'euros. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est ? Je viens de faire mes calculs à l'instant, et c'est l'équivalent de 12 000 Porsche Cayenne, d'environ 4500 bitcoins à l'heure où je tourne la vidéo, et environ du budget du film Avatar plus du film Titanic à l'époque. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie ? Wow. Bref, l'arrivée de ces propriétaires ultra riches, souvent des hommes d'affaires ou des fonds souverains, provoque une surenchère générale. Sauf que face à cette escalade des prix et au risque de dérive, l'UEFA, le patron
gendarme du football réagit. Ils adoptent alors en 2010 le fair play financier pour tenter d'apporter une réponse à ces problématiques. Avec ce dernier, depuis 2011, les clubs engagés dans des compétitions européennes doivent prouver qu'ils n'ont pas de dettes impayées et qu'ils ne dépensent pas largement plus qu'ils ne gagnent. Sauf que pour équilibrer les comptes, parfois ils trouvent des manières créatives. Les propriétaires de clubs injectionnent de l'argent via de juteux contrats de sponsoring. Malgré quelques sanctions, que ce soit des amendes ou certaines petites expulsions temporaires, le prix des transferts continue à hausser et le fair play financier ne ralentit pas réellement les clubs. Ils trouvent plutôt des alternatives. Dans la décennie 2010, la Première Ligue dépasse régulièrement le milliard d'euros par mercato, creusant alors l'écart avec les autres ligues. 20 clubs dépensent en moyenne par mercato plus de 1 milliard d'euros depuis les années 2010. Et j'aimerais donc insister un peu plus avec vous sur le cas de la Première Ligue, devenue de loin le championnat le plus riche et surtout le plus dépensier au monde. Comme je l'ai dit précédemment, et c'est vrai pour quasiment toutes les années consécutives, la Première Ligue dépense plus que les 4 autres grands championnats, et les records continuent de tomber chaque année. Et ce raz-de-marée fait de la Première Ligue une sorte de NBA du football, où les meilleurs joueurs payés à prix d'or font tout pour rejoindre cette ligue-là plutôt qu'une autre. Bien que d'autres grands concurrents existent comme le PSG, le Barça ou le Real par exemple, la Première Ligue c'est tout un écosystème qui fonctionne ensemble. Chaque club de Première Ligue est avantagé par le fait simple de jouer en Première Ligue. Et ça, c'est une première en Europe et ça creuse d'énormes inégalités. Les clubs moyens peinent à suivre l'inflation des prix et des salaires. Certains deviennent des clubs formateurs-vendeurs, nourrissant alors les grands contre de juteuses indemnités leur permettant d'assurer leur fonctionnement. Je pense à des clubs par exemple comme le LOSC, Lyon, l'Ajax Amsterdam ou encore Benfica. On assiste également alors à des mercatos à deux vitesses. D'un côté, les transferts galactiques, avec par exemple cet été Liverpool qui a acheté Alexander Isak pour 140 millions d'euros, Florian Wirtz pour 125 et Hugo Ekitike pour 90 millions d'euros. Alors que de l'autre côté, des clubs plus modestes sont obligés de se montrer malins, avec des prêts, des joueurs libres, des recrutements de joueurs inconnus. Sportivement, cela pose une question sur l'équité des compétitions et des compétiteurs à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'arrivent des idées comme celle de la Super League en 2021. Le concept, c'était de prendre tous les clubs riches et de les mettre ensemble dans une seule ligue afin d'avoir une part du gâteau plus importante, sauf que ça a été très mal reçu et l'UEFA n'a pas du tout été dans ce sens-là. Au-delà de l'UEFA, c'est surtout les fans et les supporters qui ont cherché à rappeler aux clubs et aux dirigeants que le football est avant tout un sport de passion, un sport d'âme et un sport qui se vit ensemble, entre communautés, entre supporters et non pas à travers les porte-monnaies. Et on voit de plus en plus d'États richissimes investir dans le football, que ce soit dans des clubs ou des joueurs. Pourquoi ? Parce que le football est devenu un sport d'influence. Et ça, le Qatar, l'Arabie Saoudite ou même les Émirats Arabes Unis l'ont bien compris. En effet, ces pays qui cherchent aujourd'hui à se développer un soft power améliorent leur image et leur rayonnement à travers le football. Posséder un club prestigieux, organiser des coupes du monde, attirer les superstars chez soi, tout cela s'inscrit dans une stratégie de soft power. Et le soft power, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la capacité à influencer les autres. On a envie de parler et d'échanger avec un pays parce qu'il a une forte attirance sur des domaines culturels, il a une forte attirance sur des domaines politiques, géopolitiques, mais ce sans contraintes militaires ou financières, sinon c'est du hard power. Et ça, les 3 pays que j'ai cités l'ont bien compris. Améliorer la perception du pays, diversifier son économie via le sport et même faire oublier des controverses. On parle alors de sports watching, lorsque le sport sert à redorer un blason. Par exemple, la signature de Lionel Messi en 2021 au PSG est un coup de sportif extraordinaire. On fait signer l'un des GOAT, sûrement le meilleur joueur de football du monde dans son club. Donc sportivement parlant, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est également quelque chose d'important diplomatiquement à seulement 1 an de la Coupe du Monde à l'époque. Les enjeux dépassent alors le terrain et le foot devient géopolitique. En 2023, l'Arabie Saoudite a fait irruption sur le mercato mondial, avec une agressivité inédite. Ces clubs d'État qui jusque-là n'étaient pas grand-chose ont recruté en quelques mois un nombre extraordinaire de stars européennes. Et pour les attirer, ils ne se sont pas contentés de fortes indemnités de transfert, mais surtout de salaires faramineux. On parle alors là de plusieurs centaines de millions d'euros. Non pas cette fois en transfert, mais en salaire. Et ça change encore énormément de choses. Résultat, près de 871 millions d'euros dépensés en 2023 lors du mercato saoudien. Un club qui, l'année d'avant, n'avait quasiment rien dépensé sur le marché européen. Ce chiffre a hissé la Saudi Pro League au 2e rang mondial des dépenses derrière la Première Ligue cette année-là. Le but affiché, booster la ligue locale.
attirer l'attention mondiale en vue d'organiser la Coupe du Monde 2034 et accompagner le plan Vision 2030 de diversification économique. C'est donc une stratégie politique et géopolitique par le foot. On peut alors comparer ça dans une autre proportion à la Super League chinoise qui, dans les années 2010, avait recruté des joueurs comme Hulk, Lavezzi ou Oscar, dans le même contexte et avec des salaires là aussi exorbitants. Même si les deux cas sont similaires sur la politique, le cas de l'Arabie Saoudite reste bien plus choquant parce que on parle quand même de joueurs comme Ronaldo qui ont influencé par leur football le monde de ce sport. Surtout que ce projet de football chinois s'est effondré quelques années plus tard suite à des problèmes financiers. Riyad espère éviter le même sort en étant plus stratégique. Quoi qu'il en soit, l'irruption de ces nouveaux acteurs extra-européens rebat les cartes. En 2023, un club saoudien a même tenté de faire venir la star française Kylian Mbappé pour environ 300 millions d'euros, juste pour le transfert. Une offre qui à l'époque a choqué le monde du football et qui, si Kylian Mbappé l'avait accepté, aurait été le transfert le plus cher de l'histoire. Mais en tout cas, le signal est clair. Plus aucun joueur n'est trop cher ou inaccessible pour ces clubs saoudiens et ces puissances étrangères. Si vous avez bien suivi le compteur depuis tout à l'heure, le joueur le plus cher de l'histoire est donc Neymar avec ses 222 millions d'euros au PSG. Ce chiffre, qui était inimaginable comme je l'ai cité quelques années plus tôt, devient alors une référence. Les clubs rationalisent ces folies par l'impact marketing. Un joueur star, c'est des maillots vendus, des sponsors en plus, des tournées lucratives en Asie. On calcule le retour sur investissement en branding, autant qu'en but marqué. Les top stars touchent autour des 30-40 millions dans certains clubs et des offres ahurissantes émergent hors d'Europe, comme avec le cas Mbappé, où la proposition s'élevait à 700 millions d'euros pour un an. Le football, il a changé. Pour la plupart des mortels, ces montants défient l'entendement. Un calcul avait été fait et montré que pour gagner l'équivalent du salaire de Cristiano Ronaldo à l'époque, il fallait environ 709 années de salaire moyen britannique. Sauf que ce contraste alimente un certain malaise sur la place de l'argent dans le sport. Aujourd'hui, si les plus grands joueurs comme Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal devaient être rachetés, partir de leur club, on pourrait facilement imaginer que ce record de 222 millions d'euros pourrait éventuellement tomber. La question du premier transfert à 1 milliard d'euros se pose déjà sérieusement. Je pense pas à titre personnel qu'on l'atteindra dans les prochaines années, mais si on continue à ce rythme-là, dans 10-15 ans, il serait totalement envisageable. Des économistes ayant envisagé la courbe de l'inflation du football par rapport aux 70 dernières années, avec du coup un taux annuel d'augmentation d'environ 12% par an, ont calculé que ce cap des 1 milliard d'euros serait dépassé si c'était ça en 2035. Tout cela est vertigineux, et certains s'alertent sur une bulle spéculative. Une bulle spéculative, c'est quand la valeur d'un actif est supérieure à sa valeur réelle. Par exemple, pour une entreprise, l'action de l'entreprise peut être surévaluée par rapport à la valeur que crée réellement l'entreprise. On dit alors qu'une bulle est créée, et si cette bulle éclate, on assiste alors généralement à une crise économique, comme celle de 1929 ou celle des subprimes en 2007. Voilà, ça c'était l'histoire du football. Celle d'un sport populaire, centenaire, transformé en marché mondial ultra-capitaliste en l'espace de seulement une génération. Larry Bosman, en 1995, a libéré les joueurs, mais il a aussi ouvert la boîte de Pandore, menant à un football où un seul joueur peut valoir aujourd'hui plus cher qu'un avion de ligne ou qu'un budget national sportif. Faut-il le déplorer ? Oui et non. D'un côté, l'argent a permis une formidable professionnalisation, une médiatisation planétaire du foot, et il récompense, certes très grassement, mais il récompense le talent et le spectacle que les joueurs offrent à des milliards de fans. Mais d'un autre côté, beaucoup regrettent la dérive à l'extrême du monde du football. Les supporters d'aujourd'hui voient bien que la loyauté d'un joueur tient généralement à la taille du chèque, et non plus forcément aux valeurs d'un club ou à l'appartenance à un écusson. Moi je pense qu'en fin de compte, il nous appartient à nous, public, de trouver la morale de cette histoire. Le football a profondément changé, pour le meilleur et pour le pire. Mais tant qu'il y aura sur un terrain 11 joueurs prêts à se battre pour un blason et des millions de gens pour vibrer avec eux, le jeu en vaudra la chandelle. Le mercato, lui, continuera certainement de plus belle. Reflet de notre époque. Mondial, instantané et souvent démesuré. À nous de garder en tête que derrière les transactions à 9 chiffres, le football reste un sport, avec une âme et des émotions. Et ça, heureusement, l'argent ne pourra jamais l'acheter.